Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau podcast. J'avais pas spécialement prévu en fait de faire ça sous forme de podcast, mais pour être honnête avec vous, il fait extrêmement chaud. Et du coup, j'arrive même pas à rester vraiment habillée ou présentable. Du coup, ce sera un podcast. C'est un format que j'avais envie de faire depuis un certain temps. Et en fait, j'étais bien trop occupée. Et comme c'est un format qui doit être un petit peu réactif, vous l'aurez sans doute vu au titre, je vais m'intéresser en fait à des choses qui se passent dans l'actualité et qui ont selon moi un rapport avec le féminisme ou des questions de genre et qui peuvent être peut-être intéressantes de souligner un petit peu comme une sorte de revue. Alors ce sera pas forcément une revue de la semaine ni même une revue du mois. Il y aura pas forcément une certaine régularité. C'est un contenu que j'espère effectivement reproduire à l'avenir parce qu'il me semble que ça pourrait être intéressant. Mais voilà, tout dépendra effectivement de ce qui se passe. Il y aura peut-être des semaines plus fournies que d'autres. Il y aura peut-être des événements ponctuels qui occuperont tout ce format. Ça dépend vraiment de l'actualité et des événements qui se passent dans le monde. Alors, je vais profiter de cette première édition, entre guillemets, de ce format-là pour mettre certaines choses au clair. Ça ne se veut pas exhaustif. Il y aura, si je ne l'oublie pas, n'hésitez pas à me le rappeler si je l'oublie, il y aura des liens en barre d'infos. C'est un format qui se veut court, il faut se rendre compte de la complexité des sujets qui vont être abordés et qui mériteraient en fait à eux seuls des dizaines de vidéos et des dizaines de podcasts d'une heure ou plus. Donc ça ne se veut pas exhaustif, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt comme un retour sur ce qui s'est passé récemment et qui personnellement m'a intéressée pour vous permettre à vous, si vous ne l'aviez peut-être pas entendu ou si c'était quelque chose qui ne vous était pas parvenu, tout simplement de vous renseigner beaucoup plus sur le sujet, de vous faire votre propre avis et d'avancer comme cela. Quoi vous dire d'autre ? Ce sera effectivement quelque chose qui s'intéresse au monde et pas uniquement à la France. Alors je veux pas non plus que ce soit le lieu pour tout le monde, enfin pour tout le monde non plus, plutôt pour certains, de venir dire que la France est un pays merveilleux et que toutes ces choses horribles se passent dans d'autres pays du monde. Non, je vais toujours essayer de le lier à des problématiques et des situations françaises et j'espère pouvoir par cela premièrement nous permettre d'avoir un regard vraiment critique et global. Deuxièmement, de nous intéresser un petit peu à ce qui se passe en dehors de la France, parce qu'il me semble, en tout cas la vision que j'ai de mon féminisme, c'est un féminisme qui ne se veut pas omniscient et prétendant tout régler, tout connaître et donner un avis sur à peu près tout ce qui se passe dans le monde, mais c'est un féminisme qui n'est pas uniquement concerné par des femmes qui me ressemblent, ce seraient donc des femmes valides, blanches, cis, françaises. Bon, pour la sexualité, on peut parler de queer, mais voilà, non, je m'intéresse à peu près tout et c'est quelque chose que j'ai envie vraiment d'explorer dans ce format-là. Voilà, je pense que c'est un petit peu tout ce qu'il va y avoir comme disclaimer à faire, pas d'exhaustivité, pas de prétention à une vérité absolue et à une exactitude parfaite, des liens pour vous permettre à vous de faire votre propre recherche, de vous faire vos propres opinions, un regard global. Et voilà, tout simplement. Alors, dans ce podcast-ci, j'ai envie de vous parler de 4, on va dire, éléments qui sont différents, qui se sont passés plus ou moins récemment, mais qui peuvent être liés. On va commencer par le premier événement, entre guillemets, qui m'a un petit peu, beaucoup, en fait, fait tiquer, et qui est le moins lié aux autres, donc du coup, ce sera un petit peu comme une introduction. Vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux cette vidéo ou en tout cas des articles ou des réactions à ce qui s'est passé avec une blogueuse de mode du Koweït. Vous n'êtes pas sans savoir que le Koweït est un pays qui a plutôt un niveau de vie assez élevé et comme beaucoup de pays de cette péninsule arabique, en fait, ils font venir ou ils emploient des travailleurs étrangers, des travailleurs qui viennent en général de pays beaucoup moins développés et qui ont des conditions de travail et des conditions de vie assez horribles.
Cela se remarque tout à fait du coup dans ce qui s'est passé avec cette blogueuse de mode en fait qui a publié une photo, il me semble, soit sur Snapchat, soit sur Instagram, je ne sais plus exactement, où elle se plaignait de sa femme de maison. Pourquoi, vous me demanderez? Eh bien parce que cette femme de maison venait d'avoir le droit de garder son passeport. Cette femme de maison vient des Philippines et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, en fait, les travailleurs venant des Philippines n'avaient pas le droit de garder leur passeport lorsqu'ils allaient travailler, par exemple, au Koweït, et n'avaient pas non plus le droit de prendre des jours de repos, n'avaient pas non plus le droit à des droits basiques et élémentaires, j'ai envie de dire, que de tout travailleur, en tout cas dans un esprit français. Et c'est uniquement récemment, entre guillemets, grâce au président des Philippines, qu'ils ont eu le droit de garder leur passeport au Koweït. Je tiens quand même à préciser, même si c'est pas trop en rapport avec ça, que le président des Philippines est un homme très problématique. Si jamais ça vous intéresse, je vous conseille juste de vous renseigner sur sa politique vis-à-vis de la répression, vis-à-vis des violences policières, vis-à-vis des consommateurs de drogue. C'est quand même une situation assez catastrophique aux Philippines. Mais bon, bref, c'est autre chose. Donc depuis cela, les personnes travaillant au Koweït et d'origine venant des Philippines, peuvent garder leur passeport. Et donc cette blogueuse de mode se plaignait du fait que, c'était trop de liberté accordée à sa domestique, n'est-ce pas? Et que si elle gardait son passeport, elle pouvait donc s'enfuir à tout moment. Et qu'en plus, comble du comble, elle avait, le droit de prendre un jour de congé. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Premièrement parce qu'il me semble important tout simplement de mettre en lumière les nombreuses formes de précarité qui peuvent toucher les femmes dans le monde. Alors attention, je ne dis pas que tous les travailleurs allant dans ces pays de la péninsule arabique sont des femmes. Il y a effectivement beaucoup d'hommes également, mais là, le fait est que l'on parlait d'une femme. Et pourquoi est-ce que ça me semble tout à fait intéressant? C'est parce qu'en réalité, ça montre parfaitement qu'il n'est pas uniquement question d'être une femme pour être féministe, ça on le savait, mais il n'est pas non plus question d'être une femme pour pouvoir reconnaître les oppressions d'une autre femme, et il n'est pas non plus question d'être une femme, entre guillemets, racisée, reconnaissant, pour reconnaître les difficultés d'une autre femme racisée. Et il me semble encore plus intéressant, en fait, de mettre cette problématique, alors effectivement tout simplement dans une perspective de critique des luttes, des classes sociales, du capitalisme, des rapports non gérés entre les pays et de la faible puissance politique, même si là on peut remarquer quand même que le président a réussi à faire changer les textes de loi. Mais il me semble aussi intéressant de mettre en lumière que il est important de porter un regard critique sur les autres femmes, même si ces autres femmes sont racisées, même si ces autres femmes sont dans d'autres pays que la France, même si ces autres femmes sont par exemple également non seulement racisées, mais en plus portent le voile, ce qui est le cas de cette blogueuse. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce qu'il y a ce que l'on appelle un relativisme culturel qui est plutôt à l'œuvre dans pas mal de branches du féminisme, il me semble, et qui est très nocif. La première fois que j'ai vraiment réfléchi de manière consciente, on va dire, à cette notion de relativisme culturel, c'est lors de la lecture d'un livre par Mona El-Tahawi qui s'appelle Headscarves and Hymen. Alors en français, je pense que c'est des foulards et des hymens. Et elle parlait justement en tant que femme égyptienne, musulmane, mais qui n'a pas une opinion très positive, on va dire, sur le voile, en tout cas sur le voile intégral, ça c'est sûr. Elle parlait de ce relativisme culturel qui est en train, entre guillemets, de gangréner des groupes politiques et des groupes militants et associatifs dans des pays occidentaux, de peur, en fait, de paraître comme une nouvelle forme, entre guillemets, néocoloniale qui viendrait donner son avis sur ce qui se passe à l'étranger. Bon, je pense que, voilà, vous aurez compris où je veux en venir. Il est important de garder à l'esprit, effectivement, qu'on ne doit pas incarner cette puissance néocoloniale quand bien même elle serait celle de l'esprit, mais qu'il est aussi très dangereux de se plonger dans un relativisme culturel parce que ça nous empêche de critiquer non seulement des situations comme celle-ci où il y a beaucoup de choses qui sont en jeu, mais ça nous empêche également de protéger d'autres personnes qui effectivement se protègent elles-mêmes, sont protégées par les politiques de leur pays, mais il me semble qu'une cohésion plus globale est également importante. Ça permet aussi quand même de réfléchir un petit peu, mais ça c'est de manière beaucoup plus, on va dire, superficielle, mais tout de même intéressante, à l'éthique que non pas ou que
prétendent avoir, on va dire, certaines personnalités publiques, surtout dans le domaine des influenceurs et des influenceuses. Voilà, ça me semble assez intéressant. On va passer du coup aux autres sujets maintenant qui, eux, par contre, sont un peu plus facilement liables. En Californie, récemment, il me semble, j'ai oublié la date malheureusement, enfin récemment c'est sûr, mais j'ai oublié la date exacte, je vous le mettrai de manière en barre d'infos. Une jeune femme noire a été tuée par un homme blanc qui venait d'être relâché, relâché de prison. Alors, à l'heure actuelle, on n'a toujours aucune certitude sur le fait que cet homme ait agi par quelconque motivation raciste ou sur le fait qu'il soit apparenté ou non à un groupe d'extrême droite. Toutefois, pourquoi j'ai choisi de parler de cet événement-là, c'est parce que c'est pour moi l'occasion de rappeler certains chiffres. Alors, on va s'intéresser premièrement aux États-Unis, puis après on reviendra sur la France et je vous expliquerai pourquoi, et c'est intéressant à mon sens de prendre les deux. En 2000, aux États-Unis, les femmes noires étaient 3 fois plus susceptibles d'être les victimes de meurtres. Alors quand je dis susceptibles, c'est qu'en réalité, au vu des chiffres, elles étaient 3 fois plus les victimes de meurtres. Et en 2015, donc il y a à peine 3 ans, elles étaient un peu plus de 2 fois, encore malheureusement, les victimes de meurtres et d'assassinats. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Bien tout simplement pour mettre en lumière effectivement, bon déjà ce que tout le monde sait, c'est que les femmes sont les victimes des hommes, mais deuxièmement que la question de la race, alors je sais que certaines personnes n'aiment pas que j'utilise ce mot, mais je vous ferai une vidéo à ce sujet-là, mais la question raciale en tout cas joue un rôle non négligeable, non niable, dans les dynamiques de pouvoir, et que lorsque l'on est une femme, et bien si l'on est une femme noire, si l'on est une femme latina, si l'on est une femme asiatique, etc., eh bien nos risques d'être agressés, violés, discriminés, etc., ne sont pas les mêmes que si l'on est une femme blanche, et parmi même, entre guillemets, les femmes racisées, eh bien il y a également des différences. Alors en France, il n'y a pas de statistiques raciales, ce qui est bien pratique, n'est-ce pas, pour prétendre que tout le monde est égaux. Mais on peut se souvenir de plusieurs cas en fait qui sont différents mais qui montrent à quel point on n'est pas traité de la même façon selon que l'on est une femme blanche ou l'on est une femme noire, et c'est une violence qui se retrouve plutôt du côté des institutions mais qui laisse à imaginer et présager à quel point ces institutions composées d'individus, et bien lorsque l'on sort même de ces institutions, lorsqu'on se retrouve juste face à des individus, et bien effectivement que la question raciale joue également un rôle en France, c'est évident. Mais en France, il y a également très peu de chiffres, en fait, sur les meurtres de femmes en dehors du cadre conjugal. Alors, on sait qu'un homme tue une femme tous les 3 jours dans le cadre conjugal. Quand je dis cadre conjugal, ça veut dire amant, mari, compagnon conjoint ou ex-conjoint. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pratiquement, alors moi je n'ai pas trouvé en tout cas, et pourtant j'ai bien cherché, il n'y a pas réellement de chiffres qui nous donneraient le nombre de femmes tuées, non seulement dans le cadre conjugal, mais lors d'agressions par des inconnus. Alors il faut toutefois préciser qu'effectivement la plupart du temps, en France, c'est une personne connue en tout cas qui viole ou qui harcèle ou qui tue ou qui bat, malheureusement. Également, un point à souligner, il me semble, c'est que le terme de féminicide est très peu employé en fait en France dans les médias ou même dans le langage politique, alors qu'il s'installe de plus en plus dans nombre d'autres pays, ce qui me semble extrêmement important pour pouvoir réfléchir à cette situation-là dans une perspective de genre. Il me semble que c'est bien beau de faire la journée des droits de la femme et la journée de prévention contre les violences conjugales. Toutefois, si on refuse d'accepter qu'il y a des féminicides, si on refuse d'accepter les études de genre et les réflexions sur le genre comme étant extrêmement importantes, eh bien, c'est un petit peu de la poudre aux yeux, à mon sens. Toujours dans le même registre, je suis désolée, assez triste et pas très positif, en Floride, des militants et la communauté queer interpellent le gouverneur après les meurtres en 5 mois de 5 personnes, donc quand même à un rythme assez soutenu, 4 femmes noires transgenres et une drag queen noire dans des circonstances très similaires et dans le même état, ce qui leur laisse à penser qu'il s'agirait potentiellement d'un tueur en série qui serait motivé tout simplement par la haine
aussi bien raciste que par une transphobie. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Bien parce que tout simplement, ça permet également de rappeler certains chiffres qui sont très importants à mon sens et qui en France ne sont pas assez rappelés. Les femmes transgenres racisées ont une chance, alors un risque plutôt, sur 8 d'être agressées contre 1 sur 12 pour des personnes trans blanches. Et lorsque l'on compare des femmes qui sont transgenres et des femmes qui sont cis, elles ont 4 fois plus de risques d'être tuées que des femmes cisgenres. Et si l'on voulait, on pourrait également parler des statistiques au niveau du suicide, au niveau des viols et des agressions sexuelles et au niveau de la précarité qui sont également horribles, tout simplement. Et pourquoi est-ce que je choisis d'en parler également ? C'est parce qu'il me semble que là, il y a une dynamique très intéressante sur la question de la transidentité. On en parle de plus en plus et on pourrait s'imaginer même qu'il y a une certaine forme d'acceptance et de tolérance qui est en train de se mettre en place dans de nombreux pays, aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni, en Espagne, dans des pays d'Amérique latine également. Alors effectivement, c'est vrai, on en parle de plus en plus, on donne également de plus en plus, même si ça reste malheureusement minoritaire, de plus en plus la parole à ces personnes-là, mais depuis 2014, en fait, on observe que la violence contre ces personnes transgenres est en hausse. Donc c'est quand même quelque chose qui est très inquiétant. Alors en 2017 et pour l'instant en 2018 en France, il n'y a pas eu de recensement, entre guillemets, de meurtre ou d'assassinat sur une personne transgenre. Il y a par contre effectivement de toute manière de nombreuses agressions et comme l'a précisé quand même une personne appartenant à une association de défense et d'information vis-à-vis de la transidentité, c'est pas parce que le crime n'est pas mentionné ou n'est pas même dans des statistiques qu'il n'a pas lieu. Par exemple, pour vous donner une idée, aux États-Unis, souvent, lorsque des personnes transgenres sont tuées, en fait, elles sont mégenrées, c'est-à-dire que si c'est une femme trans, eh bien, surtout si elle n'a peut-être pas effectué une transition au niveau de la réassignation du sexe, eh bien, elle est souvent mégenrée, donc classée comme un homme mort. Et ça peut du coup mettre plusieurs plusieurs jours, voire plusieurs semaines et mois avant que la communauté transgenre et les personnes qui connaissent vraiment cette personne aient accès, entre guillemets, aux informations sur la mort de cette personne-là, ce qui est quand même assez horrible, aussi bien d'un point de vue symbolique, donc déjà vous êtes assassiné parce que vous êtes trans, et en plus, même dans la mort, on ne respecte pas votre identité, donc c'est quand même assez horrible. Deuxième chose qui me semble importante de préciser, c'est que en France, comme il n'y a pas de statistiques raciales, il n'y a également pas réellement de réels outils ou baromètres ou études ou groupes en place qui permettraient en fait d'établir de réelles statistiques et de produire des études et de mesurer les violences quelles qu'elles soient à l'encontre des personnes transgenres, et c'est une des revendications des associations en France qu'il me semble également très important effectivement de réaliser. À ne pas négliger non plus en fait que nombre de ces femmes, alors là je parle beaucoup des femmes, il y a effectivement de toute manière de la violence contre les personnes non binaires ou contre les hommes transgenres, mais je m'intéresse effectivement aux femmes car c'est toujours elles qui sont les plus touchées et les plus fragiles, entre guillemets, et donc il est important de prendre en compte que nombre de ces femmes en fait sont des prostituées ou des travailleuses du sexe. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Eh bien parce qu'il me semble également important de réfléchir tout simplement aux discriminations et à la précarité en amont et en aval d'un tel parcours. Lorsque un groupe qui est déjà fragile, pas par essence, mais tout simplement parce que la société ne leur reconnaît pas des droits, parce que la société est patriarcale, la société est binaire, etc., et hétéronormative en plus, lorsqu'un groupe qui est déjà opprimé se tourne majoritairement, et lorsqu'on observe un taux plus élevé chez eux de travailleuses ou de travailleurs du sexe, lorsque l'on sait également que c'est des gens qui sont dans une précarité en général financière, parce que par exemple ils peuvent être rejetés de chez eux, parce que lorsque votre changement de sexe ou de genre sur votre état civil n'est pas effectué, c'est plus dur pour trouver un travail, parce que dans certains pays les opérations coûtent cher et ne sont pas remboursées, ou même les hormones, etc. Eh bien effectivement on doit s'interroger sur le fait que ces personnes-là travaillent dans le milieu des travailleurs du sexe. Ça me semble indéniable, et c'est pas
une critique contre les travailleurs et travailleuses du sexe, mais c'est pas parce que l'on veut être entre guillemets sexe positif qu'il faut fermer les yeux sur des réalités sociales, économiques et sociétales, tout simplement. Alors plus positif, mais tout aussi complexe, je vais maintenant vous parler de la campagne d'une candidate transgenre au Pakistan, plus précisément à Islamabad, qui est la capitale du pays. Alors, elle fait partie en fait d'un nombre relativement petit de femmes transgenres qui s'impliquent de plus en plus dans la politique dans ce pays qui est majoritairement musulman et où elles occupent un rôle ou un statut assez ambivalent et assez complexe à définir. En fait, en Asie du Sud-Est et dans des pays tels que le Pakistan ou en Inde, les femmes transgenres sont considérées d'une manière assez étrange. Elles sont également appelées hijras ou hijra et elles font partie en tout cas de la culture de ces pays depuis assez longtemps. Elles ont été malheureusement, encore plus discriminées lors de l'occupation britannique. Elles ont réussi, suite à l'émancipation et à l'indépendance de leur pays, à regagner certains droits. Et effectivement, le Pakistan, c'est un pays qui reconnaît en fait... Alors, là, attention, le Pakistan, c'est un pays qui reconnaît ce troisième genre. Alors, il faut bien se replacer par contre dans la perspective culturelle de ce pays. C'est vrai qu'en France, je pense pour la majorité des femmes transgenres, il n'est pas question de reconnaître un troisième genre, il est question d'être femme, donc un des deux genres les plus représentés, avec effectivement cette particularité d'être transgenre et non pas cisgenre. Bon, au Pakistan, on parle d'un troisième genre qui est totalement reconnu par l'État pakistanais. Elles ont des droits qui sont affirmés et assurés par des textes de loi. Toutefois, elles sont effectivement les victimes de grosses discriminations, de violences, de meurtres, d'attaques, etc. Mais elles sont en même temps respectées et craintes. Il y a dans l'imaginaire, ou en tout cas dans la représentation pakistanaise et indienne, cette idée qu'elles auraient des pouvoirs un petit peu surnaturels, mystiques et spirituels. Elles sont invitées pour des célébrations religieuses, etc. Mais elles sont également reléguées, bien sûr, à la marge de la société. Elles sont souvent rejetées par leur famille, elles habitent souvent ensemble et elles ont souvent également une activité de travailleuse du sexe. Donc c'est une situation qui est effectivement très complexe, mais qui a en tout cas des aspects positifs, on va dire. C'est justement ce qui se produit depuis quelques temps. C'est pas la première fois que je vois ça. Ces femmes transgenres pakistanaises ou ces hijras, si vous préférez, qui dans des pays tels que le Pakistan essayent de plus en plus de faire entendre leur voix, manifestent de plus en plus et essayent de briguer des occupations et des postes politiques. Alors, je vous dis pas que ça va réussir demain, mais il me semble que c'est quand même assez intéressant et c'est intéressant culturellement parlant, c'est intéressant peut-être aussi pour voir et penser la question de la transidentité dans le monde. Mais il faudrait pas non plus tomber dans une vision extrêmement simpliste de la chose où on se dirait « Oh, elles ont la possibilité de se présenter comme mère à Islamabad, tout va bien ». Non, c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est aussi quelque chose que j'espère pouvoir retransmettre dans ce format de manière assez claire, c'est que tout est très complexe, tout est plurifactoriel, pluridimensionnel et qu'il ne faut pas s'arrêter à une interprétation univoque et totalement manichéenne des choses. Alors toujours en politique, et cette fois-ci beaucoup plus positif, j'ai envie de vous parler de l'élection de la maire de gauche de Mexico, qui est la première femme à occuper cette fonction en 2018. Alors effectivement, c'est extrêmement positif. Par contre, ça pose toujours cette question en fait des femmes en politique, ou des personnes non binaires, etc. Mais alors là, c'est encore pire, c'est encore plus loin. En politique, lorsqu'on s'imagine qu'il faut attendre 2018 pour que une femme soit élue maire de Mexico, quand on pense qu'en 2018, nous n'avons toujours eu aucune présidente de la République française, ou aucune présidente aux États-Unis, ou aucune présidente dans la majorité des pays, effectivement, ça fait réfléchir. Alors, rappelons toutefois
que le Mexique, encore une fois, parce que ce serait trop simple de se dire « Waouh, c'est génial, voilà, les femmes peuvent devenir mères, les femmes peuvent se présenter ici et là ». Il faut rappeler que le Mexique, c'est l'un des pays les plus dangereux pour les femmes, avec d'énormes réseaux de trafic sexuel. Il me semble qu'encore une fois, il est très important de réfléchir à cette prostitution, n'est-ce pas ? Et que c'est un problème de toute manière qui est plus global. Alors effectivement à l'échelle du monde, mais également en Amérique latine. L'Amérique latine, c'est l'une des régions du monde qui est la plus problématique et la plus dangereuse pour les femmes. Il y avait une étude des Nations Unies qui est parue il y a quelques temps de cela. Alors bien évidemment, on a droit à l'enfant qui crie, c'est génial. C'est un petit peu difficile d'effectuer ou de dresser des constats à l'échelle globale parce qu'il y a des pays pour lesquels on n'a pas de statistiques, il y a des pays qui entrent en guerre, il y a des pays qui n'ont pas les mêmes méthodes pour effectuer et dresser ces statistiques, mais en gros, sur 25 pays qui étaient les plus dangereux pour les femmes, où il y avait le plus de féminicides, etc., 14 se trouvaient en Amérique latine. Alors on pense là effectivement au Mexique, mais il y a aussi par exemple le Honduras qui est l'un des pays qui connaît un pic le plus élevé, le plus horrible de féminicide, ce qui est assez désastreux. Donc c'est vrai que alors il y a quand même à prendre en compte qu'il y a une dimension particulière dans ces pays d'Amérique latine, c'est que c'est souvent le résultat pour le dire de manière très simple, de guerres de gangs. Donc il y a aussi toute une dimension de criminalité qui est importante et qui doit être prise en compte et qui n'est donc pas la même par exemple que lorsque l'on parle des féminicides en France, pour vous donner une idée. Alors, il ne serait pas non plus quand même question de perdre espoir, hein. Les femmes et les alliés, leurs alliés nombreux, se mobilisent de toute manière contre ces systèmes meurtriers et patriarcaux, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Europe ou à peu près partout dans le monde. J'espère vraiment aussi à l'avenir pouvoir mettre en lumière certaines actions et certaines revendications. Bon, je pense que je l'ai déjà fait là quand même avec ces actions menées par ces personnes transgenres au Pakistan, ces femmes transgenres ou queer noires aux États-Unis qui osent parler alors qu'on connaît l'état des États-Unis à l'heure actuelle, etc. Mais pour revenir à l'Amérique latine, on peut penser par exemple à ce qui s'est passé en Argentine récemment avec l'incroyable mobilisation en faveur de l'avortement, le vote définitif étant toutefois en août, le 8 août précisément, donc il ne faudrait pas non plus crier victoire trop vite. En effet, les conservateurs sont bien décidés à décider à la place des femmes et s'organisent et tentent en fait de faire pression pour empêcher la légalisation de l'IVG. Alors quand on voit ça, on se dit que c'est incroyable et que ça date d'un autre âge. Alors effectivement, c'est incroyable et c'est des pensées d'un autre âge, mais il faudrait pas croire que ça se limite à l'Argentine ou à des pays reculés, etc. Ça se passe aussi en Europe et ça se passe aussi en France, comme l'a montré très très récemment l'homélie de l'archevêque d'Avignon qui a été diffusée sur France Culture et dans laquelle il a qualifié l'IVG de crime le plus abominable qui soit. Donc quand vous imaginez qu'en 2018 en France, il y a quand même un archevêque qui se permet à une heure normale d'écoute sur une radio aussi importante que France Culture de prononcer de telles paroles, ça vous laisse un petit peu imaginer ce qui se dit dans les messes. Alors attention, je ne veux pas généraliser, pas dans toutes les messes, mais pour en avoir fréquenté quelques-unes et pour avoir été dans le milieu catholique et pour avoir connu beaucoup de catholiques, je peux vous assurer que l'IVG c'est toujours un gros non. Donc si ça se passe, je pense qu'il ne faut pas non plus s'imaginer que c'est quelque chose d'absolument ponctuel et coupé de tout. On peut penser également à ce qui s'est passé avec Simone Veil, on peut penser au site. Vous savez que lorsque vous cherchez en général dans la barre d'infos, par exemple IVG ou avortement, en fait vous avez des sites qui sont référencés pratiquement en premier et qui se présentent comme étant des sites apportant des informations pour les jeunes femmes souhaitant avorter, alors qu'en fait c'est des sites qui cherchent à influencer ces femmes et les dissuader d'avorter par exemple. Et tout ça c'est en France. On peut penser au fait que tout simplement l'avortement est interdit à Malte, que à Chypre et en Pologne, il est autorisé uniquement en cas de viol ou en cas de risque très important pour le fœtus. Et par exemple, en 2015, les Espagnols, les conservateurs espagnols en tout cas, avaient aussi tenté en fait de limiter ce droit fondamental qu'est l'avortement. Donc c'est un droit qui me semble être extrêmement menacé et qui pourrait l'être demain
en France. Et il faut garder un œil là-dessus, il faut être extrêmement vigilant et vigilante à ce niveau-là. Je pense que j'essaierai de faire bientôt une vidéo sur l'avortement justement pour montrer à quel point c'est un droit qui peut être menacé et à quel point cette menace est insidieuse mais peut porter ses fruits assez rapidement et sans qu'on ait vraiment le temps de se retourner. Voilà. C'est à peu près tout ce dont j'avais envie de vous parler pour ce podcast-là. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format. Alors, c'est la première fois que je le fais. Je pense que ça devrait s'améliorer à l'avenir. J'essaierai peut-être de mettre des petits intermèdes musicaux très courts, hein, bien sûr, mais juste entre les différents éléments pour que ça puisse peut-être être plus facile à suivre. Bref, on verra. En tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça vous aura peut-être motivé à vous intéresser à ce qui se passe dans le monde si ce n'est pas déjà le cas. Je vais essayer, il faut pas que j'oublie, je vais essayer de mettre tous les liens en barre d'infos et je vous dis à la prochaine. Si vous avez envie de m'encourager et pour que je puisse continuer à faire des sujets, des formats comme celui-ci, je vous encourage à aller juste jeter un œil à mon Patreon, c'est la même chose que Tipeee, et vous pouvez donner $1 ou €1 par mois, ou plus si vous le voulez, mais 1 € ou $1, c'est déjà énorme. Imaginez si sur, je ne sais pas, les peut-être entre 5000 et 10 000 personnes qui vont écouter ce podcast, si 200 se disaient oui, effectivement, c'est un contenu que j'ai envie de retrouver fréquemment et ça m'intéresse, ça ferait déjà beaucoup de mon côté pour pouvoir continuer à investir du temps à écrire, à enregistrer et à vous uploader ce genre de format. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et je vous dis à la prochaine. Bye bye.